Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le mini-mag, donc sur les matières agricoles en partenariat avec placedelabourse.fr. Comme chaque semaine, on va débuter cette édition par la lecture de 3 articles qui nous semblent importants et prépondérants dans l'actualité des matières premières agricoles. Ce sont des articles qui sont tirés du site internet www.lalettre-de-l'acheteur.com. Des avocats produits au Vietnam, des noix de cajou récoltées en Chine et en Australie, du café néo-zélandais. À l'horizon 2050, le réchauffement climatique redistribuera les cartes des principaux pays producteurs de ces 3 ingrédients phares de notre alimentation. Pour la première fois, les scientifiques n'ont pas seulement étudié les effets de la montée des températures pour repérer les nouvelles zones de récolte, ils ont également analysé les structures des sols. Et ça peut tout changer. Le riz, le vin, le café, les scientifiques ont déjà identifié les aliments de notre quotidien menacés par le réchauffement climatique. Ce que l'on sait moins concerne les nouvelles zones de production qui pourraient potentiellement accueillir la culture de ces aliments. Jamais encore les chercheurs ne s'étaient penchés sur cette question en ce qui concerne les noix de cajou et les avocats. Mais le seul réchauffement climatique n'est pas l'unique responsable de ce changement, la géopolitique l'est tout autant, puisqu'en effet le Vietnam, qui est un des plus grands producteurs mondiaux de la variété de café Robusta utilisée dans les boissons instantanées et les expressos, les agriculteurs locaux plantent désormais des cultures plus rentables telles que les avocats, le poivre noir et le dorian, ce qui les aide à faire face à la montée en flèche des coûts des engrais et du carburant causés par le conflit en Ukraine. Cette tendance pourrait conduire à la baisse de 10% la production de la saison prochaine, alors que le pays devrait représenter près d'un cinquième de tout le café cultivé dans le monde en 2022, et ce, avec une production de plus de 31 millions de sacs de 60 kg chacun, selon le ministère américain de l'Agriculture. Si la saison 2021 avait été une année très compliquée pour l'abricot, avec des gelées ayant touché tous les bassins de production européens et occasionnant de grosses pertes de production, ajoutées à des conditions météorologiques peu favorables, la consommation des fruits d'été en 2022 s'inscrit dans une dynamique plus favorable, avec une intensité des gelées plus faible, exception faite pour l'Espagne victime d'importants aléas climatiques cette année. En France, la production de la saison 2022 devrait avoisiner les 130 000 tonnes, 128 400 tonnes exactement, soit une hausse de 125% par rapport à la saison dernière et une augmentation de 8% par rapport à la moyenne 2016-2020. Un niveau correct, mais toujours en deçà du potentiel de production. En Espagne, les incidents climatiques se sont multipliés depuis 4 saisons. En 2020, la production espagnole avait atteint les 100 000 tonnes, 93 000 tonnes en 2021, et l'année 2022 s'annonce catastrophique avec à peine 60 000 tonnes, soit une baisse estimée de 37% par rapport à l'année dernière, année déjà déficitaire de 52% par rapport à la moyenne 2016-2020. Enfin, en Italie, alors que la saison 2021 a été marquée par le gel qui a touché toutes les zones de production, du nord en passant par le sud, avec une production de 188 000 tonnes. Cette année, les prévisions tablent sur une production de 262 700 tonnes, soit une hausse de 40% par rapport à la saison dernière et de 11% par rapport à la moyenne 2016-2020. On finit avec les prévisions sur la Grèce. La Grèce, pour qui la saison 2022 s'annonce meilleure que la précédente, mais la production restera tout de même plus faible qu'une année normale, avec 64 500 tonnes, soit une hausse de 17%. Les variétés précoces, tout bassin de production confondu, sont les plus affectées. Les prévisions pour la Grèce sont donc chiffrées à 64 500 tonnes, en hausse de 17% par rapport à la récolte de la saison précédente, par rapport à la récolte donc 2021, mais inférieure de 20% à la moyenne 2016-2020. En France, France Agrimaire nous a livré sa note conjoncturelle mensuelle sur la filière fruits et légumes pour le mois d'avril. Au menu, gel et guerre en Ukraine. Durant le mois d'avril, le marché des fruits et légumes reste impacté par les conséquences de la guerre en Ukraine, avec notamment la hausse des prix, la hausse des coûts. Des transports rend parfois les négociations désormais difficiles à l'export. Certains serristes continuent de limiter le chauffage sous serre, en tomates et en concombres à cause de la hausse des coûts de l'énergie, ce qui limite la visibilité en termes de volume sur ces produits. Des risques de tension sont notamment à venir sur la tomate. Du côté de la restauration collective, l'ambiance est très tendue face à une hausse globale des prix de 10% sur les fruits et légumes comme sur les autres produits alimentaires qui ne peut pas être répercutée sur les consommateurs. Par ailleurs, les achats de produits bio semblent être reportés sur les produits conventionnels.
Voilà pour cette sélection des meilleurs articles en lien avec la qualité des fruits et légumes et des matières premières agricoles que vous retrouvez donc sur le site lalettre-de-l'acheteur.com. On va marquer une courte pause et on revient juste après avec notre invitée Delphine Rochet, Delphine qui est responsable locale Europe Écologie Les Verts et avec laquelle nous parlerons des problématiques écologiques actuelles en Haute-Vienne. À tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr et c'est l'heure désormais d'ouvrir et de recevoir notre invité dans notre rubrique l'interview. Bonjour et je suis donc en direct et en duplex avec Delphine Rochet. Bonjour Delphine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Delphine, vous êtes responsable départementale pour Europe Écologie Les Verts dans la Haute-Vienne. Vous êtes également donc conseillère fédérale au Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Et en parallèle de vos fonctions politiques, vous êtes également psychologue clinicienne et psychologue du travail. C'est bien ça ? C'est bien ça. Bien, merci. Delphine, l'actualité politique est riche et en introduction de votre interview, permettez-moi de vous poser une question sur la récente intégration du parti écologique dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon. Delphine, ne craignez-vous pas que l'identité écologique se perde dans la collectivité de gauche ? Et selon vous, d'après vous, est-ce que cette alliance est-elle assez verte ? Écoutez, c'est une alliance, donc c'est une coalition de différents partis qui a justement pour but de potentialiser la force de gauche, de la restructurer, de la revivifier et non pas au contraire d'absorber les identités dans une espèce de nouvelle mouvance. Ça a été vraiment un des défis des négociations et nous avons évidemment beaucoup de choses sur le plan écologique à défendre en commun, comme les énergies renouvelables, la sortie du nucléaire, la fin des pesticides, oui. La programmation de la transition écologique. D'accord, ok. Delphine, depuis la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la notion de souveraineté alimentaire est revenue sur le devant du terrain, est devenue quelque chose que les Français aimeraient prioriser pour plusieurs raisons. Lutte contre l'inflation, hausse des prix, la hausse des prix est démentielle actuellement. Les Français veulent également s'assurer une meilleure qualité de nourriture. On peut rappeler la dernière version du rapport du GIEC qui met en lumière et en avant cette nécessité. Selon vous, Delphine, est-ce possible d'allier souveraineté alimentaire et ambition verte ? Mais en fait, la souveraineté alimentaire est une ambition verte. Comme vous l'avez dit, le dernier rapport du GIEC met en avant le fait que la défense de la souveraineté alimentaire est un enjeu par rapport à l'autonomie des marchés aujourd'hui qui est majeure et que cette sécurité est absolument à défendre. Et elle va toucher d'ailleurs les pays... Non, parce qu'en fait, voilà, le GIEC dit que le réchauffement climatique va mettre en danger la sécurité alimentaire de nombreux pays, notamment ceux des plus pauvres. Donc c'est un enjeu écologique et économique qu'il s'agit de réguler par la structuration de nouveaux circuits de coopération économique qui visent à prévenir la défaillance des marchés. Donc on a vraiment un enjeu ici de prévention qui est étayé par des données scientifiques dont on dispose. Et l'écologie, c'est pas juste défendre l'environnement, la nature, ce qui est autour de nous. C'est vraiment recréer, repenser notre modèle de société à partir de cette nouvelle donnée et des ressources réelles de la planète pour soutenir la vie sur Terre. On peut pas juste vivre en fonction de nos besoins économiques, nous, êtres humains sur Terre. Il faut qu'on fasse maintenant avec la réalité qui est la nôtre. Ok, d'accord. Merci Delphine pour cette précision. On va revenir au local maintenant désormais, Delphine, s'il vous plaît. J'ai envie de savoir, dans la Haute-Vienne, c'est quoi être militant écologique par rapport à d'autres territoires ? Est-ce que c'est pareil ou il y a des différences ? En fait, à la fois c'est pareil et à la fois chaque territoire a ses propres enjeux, sa singularité. Ici, un de nos grands enjeux, par exemple, c'est les transports. En territoire rural, comme on le sait, la vie est organisée autour de la voiture. Donc la voiture qui émet énormément de gaz à effet de serre, donc il nous faut favoriser les transports en commun, le train
évidemment. Les petites voies ferrées ici dans les territoires sont en désuétude. Elles ferment de plus en plus. Donc, il y a ce paradoxe que pour s'installer à la campagne, cultiver son potager, essayer d'être autonome, on doit utiliser énormément la voiture et que ça devient limite plus écolo de ce point de vue-là de vivre en ville. Donc ça, c'est un élément majeur. On a aussi la question de la ressource en eau, parce que comme partout, on est touché par la sécheresse, mais ici, on est une terre d'élevage, donc de prairies, qui consomment énormément d'eau, et on n'a pas de nappe phréatique, donc la question de la gestion de l'eau est vraiment absolument décisive pour l'avenir. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques? On pense également à l'éolien. En préparant votre interview, Delphine, je suis tombé sur de nombreux articles qui mettaient en avant, je dirais, les nombreux conflits qui peuvent exister autour de l'éolien. J'ai trouvé de nombreux articles sur des actions de contestation, des manifestations, mais également même des actions en justice qui sont de plus en plus nombreuses. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène Delphine? La réticence à l'éolien, elle est présente en Limousin, mais j'ai envie de dire comme partout ailleurs en France. Moi, je pense que l'éolien, le problème, c'est que ça se voit, c'est près de chez nous. Donc, ça pose une question d'acceptabilité sociale de cette nouvelle forme de production d'énergie. Mais il faut aussi penser que le nucléaire, ça se voit pas, et le risque, il est beaucoup plus grand. Simplement, ça vient pas nous déranger dans nos vies. Donc là, ça nous touche en fait. Ça se voit un peu, les réacteurs sont gigantesques, oui, mais dire les conséquences. Il n'y a pas cette idée de dispersion un peu partout. Vous n'avez pas une petite centrale nucléaire qui pousse tout d'un coup dans votre jardin et qui va bouleverser le paysage dans votre vie quotidienne. Je pense qu'il y a vraiment cette idée que ça touche plein de gens dans leur quotidien. Okay. Et que ça, du coup, ça demande un travail d'accompagnement aussi, de mise en sens de qu'est-ce que c'est que la transition écologique, quelle est la nécessité et comment réussir à engager les citoyens dans cette transition, en fait, qui forcément, ça nous engage, quoi, ça nous concerne. Alors vous parlez de citoyens justement, Delphine, est-ce que vous avez identifié les différents profils de citoyens qui sont contestataires? Est-ce que se dégage juste, par exemple, je sais pas moi, par exemple les chasseurs qui veulent garder des prairies les plus vierges possibles pour mieux chasser d'une certaine façon, les chasseurs conservateurs, ou est-ce qu'il y a d'autres profils? En fait, déjà, c'est vrai qu'il y a un lobby anti-éolien qui est très fort, et je pense qu'effectivement, il y a déjà une idée vraiment idéologique de modèle de société, c'est-à-dire défendre les énergies renouvelables, c'est être un peu contre le nucléaire, donc contre ce que le général de Gaulle a mis en place, c'est changer l'histoire, et donc là, au-delà de la réalité scientifique, il y a vraiment une réalité politique et idéologique, donc il y a ce public-là de gens qui ne sont pas d'accord sur l'idée. Au-delà de peut-être la nuisance réelle du quotidien. Et puis après, il y a des gens plus peut-être individualistes, sans vouloir porter de jugement, parce que je comprends que ça puisse être dérangeant, que ça dérange, voilà, qui n'ont pas envie que ça atteigne leur paysage. Et puis il y a peut-être aussi des gens qui sont plus militants, qui observent qu'il y a des industriels qui veulent faire ça pour des raisons qui ne sont pas forcément écologiques, mais plutôt économiques, sans forcément de prise en compte de la réalité du territoire, de comment amener ces éoliennes en concertation avec les citoyens de manière intelligente, et qui vont vouloir poser là, de manière un peu colonialiste et invasive, des éoliennes. Et donc là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce que, voilà. Ok, par militantisme. Donc, Delphine, il nous reste très peu de temps, juste assez pour vous poser une dernière question. En introduction, en vous présentant, j'ai dit que en parallèle de vos fonctions politiques, vous étiez psychologue clinicienne et psychologue du travail. Delphine, est-ce qu'il existe un lien entre vos fonctions publiques et vos fonctions professionnelles? En tout cas, c'est un lien intérieur. Disons que mon travail, c'est d'aider les gens à mettre les choses en conscience, à éclairer leurs difficultés dans la vie. Et je pense qu'éventuellement, il y a un continuum entre l'individuel et le collectif. Et le fait d'être en maturité, de pouvoir se gérer soi-même, de pouvoir faire face, se connaître, faire face à qui on est, et éventuellement après pouvoir s'inscrire dans la société et de se mettre au service du bien commun.
En tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que vous le voyez. Merci beaucoup, Delphine, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes porte-parole, en quelque sorte, d'Europe Écologie Les Verts pour la Haute-Vienne, également membre du Conseil fédéral, et que toutes ces fonctions ne vous empêchent pas d'être également, j'imagine, une très efficace psychologue clinicienne et psychologue du travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Delphine. Bon, merci beaucoup. C'est moi. On va marquer une pause et on se retrouve tout de suite après pour la suite de vos programmes, la suite de cette programmation dans le Minimag avec Mathieu Driol pour la Commo du jour. A tout de suite sur TF Finance. Nous sommes de retour dans cette édition du Minimag, la lettre de l'acheteur. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et c'est désormais l'heure de recevoir Mathieu Driol pour la Commo du jour. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day et qu'aujourd'hui vous allez commenter pour nous les évolutions et la prospective autour du café Robusta. Selon moi, alors c'est vous qui allez nous dire ça, mais qui est à la croisée des chemins, puisque les prix sont soutenus à la fois par la production qui se resserre au Vietnam, mais que d'un autre côté, la récolte au Brésil s'accélérant, eh bien, est-ce que le Robusta marque un peu le pas en ce moment ? Eh bien, le Robusta a marqué le pas. Il semble être sur le point de reprendre une tendance haussière qu'il avait entamée au courant de l'année 2020. En effet, si on prend un tout petit peu de recul, on constate que, après la très longue phase, le Robusta s'est stabilisé pendant plus de 2 ans sous un niveau majeur à 1475 avant de déclencher cette très vive impulsion haussière de l'année 2021. Les cours ont marqué un sommet à 2384 avant de consolider ces derniers mois tout simplement, réalisant 2 jambes de baisse assez contenues si on les compare par rapport à l'impulsion haussière très très nette. Ce qui est intéressant, c'est qu'à court terme, le support majeur à 20 015 a été testé à 2 reprises. C'est un signe de force en fait de la tendance. Les acheteurs sont revenus défendre cette dynamique et le support n'est pas cassé. On assiste d'ailleurs à une reprise haussière de 2 semaines et les cours sont maintenant proches du dernier sommet descendant. Il est à proximité des 2200. Si on franchit cet obstacle, ça voudra dire que les acheteurs ont repris en main le contrôle du marché et qu'un retour sur les sommets à 2384 est tout à fait probable dans les semaines à venir. Ça serait même d'ailleurs plutôt une poursuite de la tendance avec la probable réalisation de nouveaux plus hauts vers la résistance de 2011 à 2872. Alors on vous entend mal Mathieu, je ne vais pas vous demander de tout répéter, mais est-ce que j'ai des échos en fait. ouais, non mais ça vient pas de chez vous, ça depuis toute cette semaine on a des petits problèmes techniques. Du coup vous nous avez dit qu'en première résistance on avait 2384. Alors ça va peut-être aller mieux là d'ailleurs. 2384 en fait c'est le sommet de fin d'année 2021, début d'année 2022. C'est ce qui a le test de ce niveau en fait a généré l'entrée en consolidation. Alors on pouvait effectivement prendre un peu peur au vu de l'ampleur de la tendance en se disant la consolidation peut très bien se transformer en correction, en mouvement un petit peu dynamique. Eh bien, force est de constater que cette peur est à remiser aux oubliettes. Les acheteurs, ils sont revenus très fortement depuis 2015 sur le niveau de support majeur. On l'a testé à 2 reprises ces dernières semaines. Donc à 2 reprises, les vendeurs ont tenté de déclencher cette phase de correction un peu plus profonde. Ils n'y sont pas arrivés. Le risque ici, c'est effectivement pour moi un risque haussier, un risque de reprise de la tendance haussière précédente. Et au vu de sa puissance, une nouvelle accélération est fortement probable. Ok, merci beaucoup Mathieu. On poursuit avec l'huile de soja.
Oui, alors les huiles, avec le conflit en Ukraine, sont mis sous le feu de la rampe, hein, puisqu'effectivement l'Ukraine est un très fort producteur d'huile de tournesol. Alors les investisseurs, d'une certaine façon, essayent de se rabattre sur d'autres huiles qui seraient disponibles, et on constate effectivement que l'huile de soja, dès le début janvier 2022, avait repris une tendance haussière. C'est un mouvement assez spectaculaire. Alors, la première jambe de hausse avait commencé courant d'année 2020. Elle avait fait passer les cours, plus que doubler les cours, hein, puisqu'ils avaient atteint un niveau fort à 67,50. Après, ils ont consolidé au sein d'un biseau descendant. Un biseau descendant, ça n'est qu'une figure de consolidation intermédiaire au sein d'une tendance haussière de fond. On est censé en sortir par le haut et on est censé reproduire l'impulsion haussière précédente. Si on la projette au point bas à 51,10, ça nous donne une cible théorique à 97. On vaut légèrement au-dessus de 80 à l'heure actuelle. On a encore donc du chemin à faire sur l'huile de soja, du chemin à la hausse. Alors oui, on a eu un petit peu de volatilité ces 2 dernières semaines. Rien ne m'indique que les cours aient marqué un sommet, peut-être un point local, une consolidation mais intermédiaire, peut-être même un retour sur le dernier sommet aux alentours des 75, pour vérifier une polarité. En tout cas, si c'était le cas, pour moi, ça serait vraiment une opportunité pour jouer une poursuite de la tendance haussière sur l'huile de soja, donc en direction de nouveaux plus hauts historiques. Ok, merci beaucoup Mathieu pour toutes vos explications et analyses, toujours très claires. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day. Je vous remercie également, vous, d'avoir été avec nous ce matin dans cette édition du Minimag, la lettre de l'acheteur, en partenariat avec placedelabourse.fr. Il est l'heure désormais pour moi de vous souhaiter un bon week-end. Juste avant de vous quitter, je vous invite à rester avec nous puisqu'on va ouvrir désormais notre JT Vu d'ailleurs. Vous le savez, le JT Vu d'ailleurs, c'est une édition qui se veut plus large que l'approche financière stricto sensu et qui aborde des thèmes comme l'intelligence artificielle, là, le complexe militaro-intellectuel, bref, plein de termes, plein de sujets qui sortent donc de la finance de marché, de la finance d'entreprise. À tout de suite sur Téléfinance.